chers amis, merci d'être à nouveau réunis aujourd'hui dans le cadre de notre table ronde. Celle-ci est la 4e. Nous souhaitons la bienvenue à tous, à ceux qui sont là et à tous ceux qui viendront, nous l'espérons, un petit peu plus tard, pris peut-être par des occupations diverses. Aujourd'hui, nous développerons dans une première partie une synthèse de notre dernière table ronde qui a concerné la justice transitionnelle. Et puis, surtout dans un deuxième temps, nous traiterons d'un sujet que je qualifierais d'extrêmement important, puisqu'il s'agit de l'organisation, en tout cas de l'armée congolaise de demain et des forces de défense et de sécurité. Ces forces de défense et de sécurité sous-tendent la gestion d'un pays dans le cadre de la défense de ce territoire qui est notre cher beau pays de 342 000 km² et je crois de près de 5 millions d'habitants qui, eux, dans le Congo de demain, doivent vivre en sécurité et donc en paix. Mais pour vivre en paix, ce pays doit réunir les conditions nécessaires et faire en sorte que ces forces de défense assurent la sécurité et en même temps la défense du territoire. Aujourd'hui, la situation, nous la connaissons, sommes-nous réellement en paix? Enfin bon, ça c'est une question qui est encore en cours de débat. Je ne vais pas m'étendre sur la suite, puisque un certain nombre d'exposants ici parleront encore mieux que moi en ce qui concerne notamment ce sujet. Dans tous les cas, je vais m'arrêter là en vous souhaitant à nouveau la bienvenue à tous. Merci. Et merci de m'accorder la parole. Donc, j'ai pour privilège et aussi pour tâche de faire en fait une restitution synthèse de la journée précédente, la dernière journée du 18 janvier 2020, qui a porté sur la justice transitionnelle. Je vais en fait rapidement rendre un peu ce qui s'est passé pour faire une espèce de pont entre cette dernière journée-là et celle d'aujourd'hui qui portera essentiellement sur les forces de défense et de sécurité. Donc, le 18 janvier 2020, pendant cette séance-là, eh bien, il s'est dégagé une chose dans la salle. Il s'est dégagé une espèce d'une quasi-unanimité en ce qui concerne le fait que, eh bien, compte tenu de ce qui s'est passé dans notre pays, le Congo-Brazzaville, les crimes de tout genre qui ont eu lieu, eh bien, devront faire l'objet d'une justice. La dissonance, en fait, est apparue au niveau de la réponse à la question « quelle justice ?» Il y a eu certains camarades, certains amis qui ont pensé qu'il faudrait appliquer la justice que j'appellerais ici standard, traditionnelle, la justice rétributive, celle que nous connaissons, avec des juges, des avocats, et juger donc ceux qui ont commis les crimes de tout genre dans notre pays. Ça, c'est le premier point de vue. Un autre point de vue, le second donc, a estimé qu'il fallait plutôt mettre en œuvre la justice transitionnelle. Et on a été donc amené à expliquer ce que c'est que la justice transitionnelle. Moi, je vais me permettre de rappeler la définition de cette justice-là. C'est vrai qu'il y a plusieurs définitions, mais je pense que celle qui porte véritablement, c'est celle que donne Kofi Annan en 2003, à l'époque donc secrétaire général devant le Conseil de sécurité. Il définit la justice traditionnelle comme étant l'éventail complet des processus et mécanismes qu'une société met en œuvre pour tenter de faire face aux exactions du passé et en vue d'établir les responsabilités, de rendre justice et de permettre la réconciliation. Donc on voit bien déjà qu'il y a aussi quand même le mot justice dans la justice transitionnelle. Ce qui m'emmène à donc dire ce que nous avons dit la dernière fois, les 4 piliers qui caractérisent la justice transitionnelle. On a dit que au cours de ce package en quelque sorte, eh bien, on a le premier pilier qui consiste donc en
la poursuite pénale des fauteurs, les poursuites pénales. Deuxième pilier, les commissions en vérité. Troisième pilier, les réparations. Et enfin, il y avait un quatrième pilier, les réformes institutionnelles. Mais bien évidemment, on l'avait aussi dit la dernière fois, chaque justice transitionnelle est une particularité parce que chaque État a des particularités sociopolitiques. Et il peut donc y arriver aussi qu'il y ait d'autres choses que les piliers qu'on vient de citer. En ce qui concerne le premier pilier, donc les poursuites pénales, dans notre pays, par exemple le Congo, il sera question de voir quel auteur, pour quel crime, pourra faire l'objet de poursuites pénales. C'est-à-dire là, ça sera comme une véritable, une justice comme nous la connaissons. Donc les accusés auront droit à un procès en principe équitable, avec des avocats. Les procès devraient se faire dans le respect de leurs droits. Donc ça sera à la fois à charge et à décharge. Ça ne se passera pas comme ça s'est passé à Nuremberg, où les vainqueurs, par exemple, n'ont poursuivi qu'à charge et seulement une partie. Donc ça serait aussi, je pense, dans leur intérêt, ceux qui prônent la justice transitionnelle pensent que si les choses se passaient comme cela, ça serait dans leur intérêt, puisque leurs droits fondamentaux seraient aussi respectés. Et puis donc, ça concernera un certain nombre de crimes. Très souvent, quand c'est comme ça, ce sont les crimes contre l'humanité, les génocides, c'est également les viols en temps de conflit, les crimes économiques également. De plus en plus aussi, il y en a qui intègrent là-dedans les crimes écologiques. Donc tout ça, c'est à voir, ce sont des pistes qui sont là, c'est à nous, aux Congolais, qui doivent s'approprier du problème, parce que, parenthèse, ça n'a pu réussir que dans les États où il y a eu une forte société civile et où également les populations se sont appropriées le problème. Donc il faut un vrai travail auprès des populations pour qu'ils comprennent que, il en va de l'intérêt de notre pays, pour qu'il y ait cette justice-là. Pour les poursuites pénales également, donc ce sera surtout les gros poissons, entre guillemets, comme on dit, parce que très souvent, évidemment, pour mettre fin à ce cycle d'impunité qui est à la base des violences à répétition, très souvent, il faut punir ceux qui sont à l'origine de ces crimes-là. Et je pense que c'est ici, en fait, où apparaît véritablement la raison d'être des poursuites pénales, en fait, de la sanction pénale, puisque ça permet déjà de dissuader les auteurs de recommencer et les autres de les imiter. Voilà, si vous voulez, en fait, l'importance de ce premier pilier. Ensuite, on avait donc parlé des commissions de vérité. Vérité, on met la victime au centre, on met les victimes au centre qui racontent ce qu'ils ont vécu. On les écoute abondamment, on écoute abondamment les témoins, on convoque aussi les présumés, les accusés, et là, ça dépendra aussi comment, dans les groupes de travail, on verra quel type de commission de vérité, puisqu'il y en a de plusieurs sortes. Si par exemple en Afrique du Sud, il suffisait de dire la vérité, toute la vérité pour être amnistié en quelque sorte, de plus en plus on n'accepte plus l'amnistie parce que c'est une forme d'impunité. Au Maroc par exemple, pour l'instance équité et réconciliation, on demandait par exemple aux victimes de dire la vérité mais de ne pas accuser. Ce qui fait qu'en fait, il y a eu des réparations, mais on n'a pas accusé qui que ce soit. Il fallait taire les noms des auteurs. Donc les personnes qui venaient témoigner, ou plutôt qui venaient s'exprimer, signaient un protocole qui disait qu'ils n'avaient pas le droit d'accuser qui que ce soit. Donc voilà, il y a plusieurs comme ça variantes. On peut aussi voir, essayer de comparer comment ça se passe ailleurs et puis l'appliquer à notre sociologie politique. Voilà en ce qui concerne les commissions vérité et réconciliation, mais aussi les commissions vérité et réconciliation permettent aussi de découvrir finalement ce qui est à l'origine des conflits ou des répressions telles que ça se passe au Congo. Qu'est-ce qui fait que, je ne sais pas, par exemple, un régime donné se met à réprimer telle partie de la population? Donc ça, on le sait à partir de ce que racontent les victimes, ce qu'elles ont vécu, mais aussi à partir de ce que racontent, souvent c'est plutôt le monde, ceux qui ont commis les fauteurs, qui disent ce qui les a motivés. Est-ce qu'ils ont été incités par
par d'autres personnes. Qu'est-ce qui était à la base de tout cela? Ça permet d'éclaircir aussi l'histoire d'un État. Il y a donc le troisième pilier que j'ai évoqué ici, les réparations. Bien évidemment, en fait, on parle souvent de paix, mais la paix, c'est surtout la paix des cœurs. S'il n'y a pas la paix des cœurs, il n'y a pas la paix du tout. Réparation, parce que les victimes qui ont subi, eh bien, doivent être indemnisées, par exemple. En fait, il y a plusieurs parties, mais je ne vais pas tellement aborder ce côté-là, puisque il y a aussi la partie, vous savez, mémoriaux, mémoires, mais on peut ériger on peut ériger, par exemple, des bâtiments en l'honneur de ceux qui sont partis. On peut également faire de telle sorte que ceux qui avaient perdu du travail pour des raisons politiciennes, je ne dis pas politiques, pour des raisons politiciennes, puissent être rétablis dans leurs droits. Les victimes, donc, qui ne sont plus, puissent retrouver leur dignité. Au Congo, par exemple, eh bien, vous savez, beaucoup de personnes ont été assassinées pour des raisons politiciennes. Et les familles ont beaucoup subi, on n'en parle pas, on en croise ici et là, mais ça détruit beaucoup de familles. Les gens ne réagissent peut-être pas vivement, mais ceux qui les fréquentent savent quand même que ça reste toujours pendant longtemps dans leur cœur. Donc ça serait évidemment donc, ces réparations qui seraient de plusieurs sortes, qui sont plutôt de plusieurs sortes. Ça peut être par exemple aussi des accompagnements psychosociologiques, ça peut être des assistances médicales par exemple, parce que là par exemple, vous voyez, dans ce qui s'est passé dans le Poulpe dernièrement, beaucoup de femmes ont été violées, mais on n'en parle pas. Le viol est depuis un certain moment considéré comme un crime. Si des femmes avaient été violées, des enfants sont nés. Ces femmes-là, est-ce qu'on s'est posé la question de savoir ce qu'elles sont devenues? Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir ce que sont devenus ces enfants qui sont en train de grandir maintenant? Qu'est-ce qu'ils deviendront plus tard? Voilà, ce sont là des bombes à retardement qui, lorsque l'on gère véritablement un pays et qu'on pense du bien, de l'avenir de ce pays-là, sont des problèmes sur lesquels on ne peut pas passer comme ça à pieds joints. Donc, réparation nécessaire. Ça permettrait aussi que les citoyens aient confiance dans les institutions. Parce que, comme vous le savez, eh bien, au Congo, déjà, dès que nous sommes tous ici à venir ici passer notre temps, mais qu'est-ce que l'on n'entend pas à gauche et à droite? Parce que la politique, il ne faut pas s'y intéresser. Parce que la politique, c'est du mensonge. Mais si on prend la peine de réparer, parce qu'on ne pourra pas faire revenir les morts, c'est vrai, mais si des réparations, même à titre symbolique, la reconnaissance, je pense qu'une fois de plus, ça donnerait confiance aux citoyens envers leur institution aussi, confiance entre citoyens, parce que la division, elle est patente, hein. Je crois qu'on n'a pas besoin de démontrer, on sait que le pays est complètement divisé, il y a des rancœurs, des rancunes, et toutes ces choses-là, si vraiment on veut aller de l'avant, eh bien, on doit en tenir compte. Permettez-moi de citer le Maroc. Vous savez, le Maroc n'a pas été, il n'y a pas eu de renversement au Maroc, hein. Le royaume chérifien est toujours là. Mais à un moment, lorsque Mohamed VI arrive au pouvoir, se rend compte qu'il y a des lourdeurs dans le pays, se rend compte que des gens avaient été torturés, des gens sont disparus comme ça, des gens ont été exécutés de façon sommaire, et que ça bloque tout. Mohamed VI avait demandé à ce qu'il y ait donc cette instance, équité et réconciliation, même si ça a des travers, mais on a pu, par exemple, retrouver certains corps, ils ont pu savoir où ceux qui ont été torturés ont subi, ils ont pu parler, même si on n'a pas dénoncé qui que ce soit, il y a eu des indemnisations, on a fait des réparations, même dans certaines régions, des régions entières, réparations collectives et individuelles. Et ça permet d'apaiser comme ça l'État et aller de l'avant. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne les réparations. Le quatrième pilier, évidemment, ce sont les réformes institutionnelles. Ça serait réformer l'administration, l'armée par exemple, la justice aussi. Je ne vais pas trop m'avancer sur l'armée, puisque c'est l'objet aussi de notre rencontre. Mais en ce qui concerne l'administration, par exemple, eh bien, ça serait que ce qu'il faudrait faire, c'est éviter surtout la stigmatisation collective. Il ne faut pas que les gens pensent que parce que l'on a occupé tel poste dans telle administration, ou même parce que l'on a été membre du parti au pouvoir, on va être systématiquement indexé. Il faut éviter ce que l'on appelle la chasse aux sorcières. Donc, prenez plutôt le principe de l'individualisation de la responsabilité. Qui a fait quoi? Pour être dans l'administration, il faut qu'il y ait des gens qui soient, je ne dirais pas sains, parce qu'en réalité, on utilise un terme anglais, le vetting, qui veut dire en quelque sorte assainissement ou filtrage.
ça serait bien quand même ne pas laisser les gens qui ont vraiment commis des crimes restés dans les institutions, en cherchant à savoir ce que, évidemment, chacun a fait individuellement. J'ai souvent pensé à l'exemple de la Pologne où, eh bien, quand on voulait, par exemple, aller dans l'administration, en fait, ou rester dans l'administration, il y avait une fiche qu'on remplissait et on disait ce que l'on avait fait pendant toute cette période sombre. On disait tout. Si l'on avait dit la vérité, on pouvait rester. Vous avez dit la vérité, il n'y a pas de problème, vous restez dans votre poste. Mais si vous avez menti, eh bien, parce qu'après il y a des recherches, si vous avez menti, eh bien, vous partez parce que vous n'êtes pas honnête. Et dans l'administration et dans les institutions, on aimerait avoir des gens honnêtes. Bon, voilà, ce sont là des pistes qu'on peut ajouter quelques commentaires, c'est vrai, mais les 4 pistes qui caractérisent la justice transitionnelle sont là. Et ça serait comment voir, en ce qui concerne le Congo, ce que l'on peut faire. Parce qu'une fois de plus, je pense que pour la justice, enfin, nous avons, la dernière fois, la majorité qui s'est dégagée, c'était quand même pour la justice transitionnelle, hein, la justice rétributive. Ça serait quand même compliqué parce que, vous savez, si on avait jugé comme de façon normale ce qui s'est passé en Afrique du Sud ou au Rwanda, je ne sais pas, des experts ont calculé que ça aurait pris peut-être 20 ans. En fait, parce que déjà le système judiciaire est miné par des gens qui ont contribué au crime. Et puis, ça prendrait trop de temps, ça ne serait pas possible. Enfin, la logistique ne pourrait pas répondre. On ne peut pas non plus évincer tous les magistrats, par exemple, les former, mais sur combien de temps? Et puis, voilà. Ce qui fait qu'en réalité, la justice transitionnelle est une espèce de compromis où il y aura donc ces tribunaux, ces cours pénales qui peuvent être en fait des cours nationales ou internationales ou internationalisées. Enfin, moi, je peux me permettre de donner un point de vue. J'ai toujours pensé que pour ce qui concerne les poursuites de crimes de masse, ça serait bien, je ne sais pas moi, une juridiction internationale ou internationalisée, parce que ceux qui viennent de l'étranger aussi apportent une certaine expertise que peut-être les locaux n'ont pas. Et puis, il y aurait aussi le côté impartial. On ne dira pas que, par exemple, un juge international est de tel ou tel autre côté. Bon, excusez-moi d'avoir donné mon point de vue là-dessus. Donc, voilà ce que l'on avait dit. Et puis, j'aimerais aussi, permettez une fois de plus, penser que, vous savez, les gens qui disent qu'il ne faut pas ouvrir les plaies, il faut faire tourner la page. Moi, cela, parce que j'ai entendu aussi les commentaires, si on nous voit, on nous entend, que l'on ne peut tourner on ne peut tourner qu'une page qu'on a ouverte, et cette page-là du Congo n'avait jamais été ouverte. Ce que nous faisons ici, ça avait déjà commencé. En fait, la conférence nationale, moi j'ai ici les actes, j'ai pu me procurer les actes de la conférence nationale, mais qui portent sur les différents éléments de la justice internationale, de la justice transitionnelle. Malheureusement, eh bien, ça n'avait jamais été appliqué. Et je vous assure que ça reviendra tout le temps, mais on ne sait jamais sous quelle forme. Nous voulons l'introduire sous une forme réfléchie, une forme paisible, mais si ce n'est pas résolu, qu'est-ce qui pourra se passer plus tard? Parce que ces choses-là, on ne les oublie pas. Les progrès dans les sciences humaines nous ont montré que l'on n'oublie pas. Avant, on pensait que les nations se construisaient dans l'oubli, qu'il ne fallait plus penser à ce qui s'est passé avant. Mais on s'est rendu compte que non. Ça revient toujours, comme pour l'individu, on pensait qu'un enfant qui a subi des sévices, il suffisait de ne plus en parler, d'oublier. Mais on s'est rendu compte que non. Après, ça devenait un adulte instable qui pouvait reproduire le même schéma des sévices subis. Donc, nous, c'est en réfléchissant à tout ça qu'on a pensé que la justice transitionnelle serait peut-être la bonne voie pour le Congo. Voilà. Et je pense que voilà, j'en ai terminé et Wilfried va pouvoir peut-être nous montrer un diapo qui recoupe un peu ce que je viens de dire. Merci de m'avoir écouté. Ok, Wilfried Andou, membre de l'équipe de liaison d'organisation des tables rondes. Nous avons souhaité donc au cours de cette table ronde revenir sur la table ronde passée sur la justice transitionnelle pour, disait-on dans notre communiqué, affiner donc les orientations de la justice transitionnelle. Monsieur Mwanda Moussoki tout à l'heure venait donc de nous rappeler vraiment le sens même de cette justice transitionnelle, l'utilité de cette justice transitionnelle. Et nous savons que le but de nos tables rondes ici, c'est d'aboutir à l'élaboration donc
déjà l'identification déjà des problèmes, l'élaboration des propositions qui vont être utilisées un peu plus tard au niveau des groupes de travail pour faire des restitutions en termes d'orientation. Donc, quelles mesures donc, de justice transitionnelle au Congo-Brazzaville? Donc, c'est les éléments que venait de rappeler tout à l'heure M. Mwanda Musoki. On a pensé que ce travail pourrait se poursuivre dans des groupes de travail. À la fin de cette journée, on communiquera peut-être aux uns aux autres ces tableaux-là qui vont nous permettre justement de contribuer au travail qui va être fait par les groupes de travail. Par exemple, pour les poursuites pénales, nous avons plusieurs crimes qui ont été commis au Congo. Par exemple, on va prendre l'assassinat de Marien Ngouabi en 1977. Donc c'est des poursuites pénales qu'il faudrait ouvrir. Quel type de poursuite? Si c'est les tribunaux locaux, ou est-ce qu'on est obligé de passer par une commission? Donc ce travail-là que nous ferons tous ensemble va permettre justement à la fin de récolter ces propositions-là qui vont permettre au groupe de travail d'affiner les orientations. Nous avons ici sur les poursuites pénales des tableaux ou des actes qui sont rappelés sur la conférence nationale souveraine. Cette conférence nationale aussi avait pris des actes que l'on pourrait considérer aujourd'hui comme entrant dans le cadre d'une justice transitionnelle. On parle ici on va mentionner ici les actes majeurs. L'acte 213, donc recommandant au gouvernement de procéder à la révision historique de tous les procès politiques. L'acte 221, qui rendait imprescriptibles les assassinats politiques. Cela veut dire qu'il faut que justice passe sur ces assassinats politiques afin que les victimes puissent trouver un certain apaisement sur ces faits-là. Et comme disait M. Mwanda Musoki, il y a des choses que l'on n'oublie pas. Il faudrait qu'à un moment ou à un autre, que nous soldions notre passé, afin que nous tous nous soyons en paix et que nous puissions nous regarder les uns et les autres en face. Donc là, c'était sur les poursuites pénales. Donc ça va se reproduire sur les réparations. Donc il faut bien identifier les victimes individuelles, les victimes collectives, et par rapport à cela, faire des réparations. Et là encore, il y a des actes de la conférence nationale qui sont rappelés, et ces actes de la conférence nationale sont nombreux. J'en prendrai ici pour exemple, pour acte de la conférence nationale qui pourrait être marquant, c'est 2 secondes. C'est l'acte 216, donc portant sur la réhabilitation des victimes de l'intolérance du monopartisme. Donc, il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont été victimes de tout cela, et la conférence nationale avait reconnu ces faits-là. Maintenant, il faudrait que nous allions un peu plus loin, que nous fassions que ces actes soient condamnés, de 1, et de 2, que ces actes ne se reproduisent pas à travers les réformes qui vont être proposées par la suite, pour que plus jamais personne ne vienne après pour commettre ces actes-là. Il y a même l'acte 242 qui est en résonance avec ce qu'avait dit la dernière fois M. Kivoulou, en disant que, par exemple, pour les expropriations des étrangers, il faudrait que l'on ait, par exemple, ce qui s'est passé le 4 avril 2014 avec l'expulsion des ressortissants de la RDC, il faudrait qu'il y ait des réparations, une espèce de condamnation de l'État ou une reconnaissance que l'État a fait une faute, et qu'il y ait des réparations même symboliques, ce que nous disait l'autre fois M. Kivoulou, et qui avait complètement raison, qu'il faudrait qu'il y ait des réparations symboliques pour ces actes-là. Donc ça, c'est pour les réparations. Recherche de la vérité, donc je ne reviendrai pas dessus, on a parlé de plusieurs commissions.
M. Mwanda Musoki en a cité plusieurs types, au Maroc, par exemple, ou en Afrique du Sud. Toutes ces commissions-là sont spécifiques aux pays dans lesquels on les organise, et aussi nous devons trouver notre, comme la conférence nationale, notre façon de faire pour faire que la vérité soit exposée et que les victimes comprennent ce qui s'est passé avant d'aller sur les réparations. Les mémoriaux, il y a un acte de la conférence nationale qui est très intéressant dessus, donc qui indique qu'il fallait un monument aux morts victimes de l'intolérance. On n'a jamais construit ce monument-là, mais il nous faudrait avancer et il nous faudrait, à un moment ou à un autre, nommer les choses et aussi indiquer les réparations de la nation afin que nous tous nous soyons apaisés et que certaines choses nous rappellent, rien qu'à les voir, que telle chose s'est produite et que ce monument a été construit pour que plus jamais ça ne se reproduise. Il y avait un acte qui était fait par les conférenciers pendant la conférence nationale, qui était celle de planter une petite forêt de la conférence nationale en symbole de ce qui s'était passé. Et dès que la conférence nationale s'est terminée, on a oublié cet acte-là et cette forêt-là a disparu dans l'indifférence la plus totale, alors que ça devait être quelque chose qui devait symboliser justement que la nation s'est réveillée, la nation a mis un terme à certains points et la nation a mis en place un certain nombre de symboles pour que chacun, à travers ces symboles, se rappelle que telle chose se passait et ne doit plus se produire. Alors les réformes institutionnelles, donc on a parlé des réformes de l'administration, des réformes de la justice, et tout à l'heure nous allons débattre donc des réformes au niveau de l'armée ou des mesures qu'il faudra apporter par exemple à cette armée-là. Chacun fera des propositions pour que on rentre dans un cycle où les uns et les autres aient confiance dans les institutions, quel qu'il soit, quelle que soit son origine, quel que soit d'où l'on vient, et que l'on puisse avoir confiance dans la nation, dans les institutions qui se présentent devant nous. Et enfin, il y a un dernier point que nous avons ajouté, nous, dans la justice transitionnelle, c'est la récupération d'avoirs spoliés. Donc il faudrait que, sur ce point également, qu'on puisse approfondir les propositions, les thématiques, pour que l'on puisse aller au bout et aussi évoquer la manière dont se fera les choses, comment, à travers les différentes institutions qui existent, au niveau de l'UA ou au niveau des Nations Unies, faire que cette question de récupération des biens spoliés, qui avait aussi déjà été posée pendant la conférence nationale, il y a eu même des commissions de biens mal acquis congolaises, mais qui sont terminées en queue de poisson. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues, ni les actes qui ont été rendus, ni pourquoi est-ce que on n'a jamais récupéré ces biens-là qui étaient déjà partis. Donc il faudrait que dans tous ces champs de la justice transitionnelle que nous avons évoqués, au moins les principaux que nous avons mentionnés ici, qu'il y ait un suivi et des mesures qui aillent au bout pour faire que, justement, qu'on aboutisse à cet état de droit que nous attendons tous, où l'impunité sera bannie. Voilà donc ce que j'en avais à dire. Et, on disait tout à l'heure que ces questions seront approfondies donc, dans un groupe de travail. Donc le groupe de travail, il est ouvert. Donc les gens ou les personnes qui sont intéressées se rapprocheront soit de ma personne, soit de Mingwa pour voir dans quelle mesure intégrer ou tout simplement reprendre les propositions qui sont faites là pour les compléter afin que nous consolidons donc ce travail que nous voulons tous faire à la fin, qui est celui de rendre compte à travers un livre blanc des propositions que l'ensemble des Congolais qui sont ici et peut-être ailleurs aussi, qui voient ces échanges-là, portent
et expose à la face du monde pour que nous puissions avancer. Donc il y a un dernier point. Donc en fait, alors, merci Wilfried. Tu viens de le rappeler, donc ce qui va se passer par la suite, c'est évidemment intégrer les groupes de travail. Et nous aurons mis fin à ce pont que nous voulions mettre entre la précédente, la journée donc, du 18 janvier et cette journée-ci. S'il y a des amis qui ont des observations à faire, ou plutôt des précisions aussi à avoir, ou des choses à apporter, hein, ils peuvent le faire, en sachant très bien que, eh bien, il va falloir qu'on respecte quand même le temps. Ceux qui veulent intervenir, ça va être bref pour qu'on ait le temps de passer à la thématique qui porte sur les forces de défense et de sécurité. Maître Médard, qui est au barreau de Chambéry. J'arrive donc de Chambéry parce que je suis ce qui se passe. Je suis très intéressé par ce qui se passe, d'autant que je suis congolais. Ben, j'aborde dans le même sens que nos compatriotes qui viennent s'interroger, en tout cas nous interpeller sur la pertinence des actes de la conférence nationale, l'opportunité de les placer en exécution, mais également le régime sous lequel ces actes-là pourraient être exécutés. J'étais, moi, en train de me poser la question lorsqu'on a parlé de justice transitionnelle. Cela veut dire justement qu'il y a des institutions de transition qui devaient être mises en place. Et ces institutions seraient mises en place. C'est un exécutif de transition, comme à l'époque de Milongo, un parlement de transition, une justice de transition, ok. Mais sur quelle base, quel acte organique devrait être la base de ces institutions de transition? Dans un élan je vais dire, d'émerveillement comme ça, parce que les réflexions qui sont menées ici me paraissent assez lumineuses, je me suis dit certainement que l'on prendrait comme base la Constitution de 92. Parce que la transition de Milongo, qui avait pour objet de mettre en exécution les actes de la Constitution, devrait aboutir justement à une constitution. Même si ces actes-là n'ont pas tous été mis à exécution, on a eu la Constitution. Puis par la suite, malheureusement, le régime, la République qui est issu donc de cette Constitution-là, n'a pas pu mettre par la suite à exécution les actes qui ne l'avaient pas été. Donc, je pense qu'effectivement, il est important pour nous, si l'on veut véritablement marquer une rupture avec le passé, il faut repartir sur les actes comme vous avez initié, tel que cela ressort des travaux que vous avez déjà menés et de la pensée de nos compatriotes. Mais faire en sorte que les institutions qui vont être mises en place, justement, reposent sur une constitution déjà existante. Parce que notre vision à nous, c'est de dire que le régime actuel est un régime illégal. C'est un régime illégal qui est juste venu mettre entre parenthèses la République issue de la conférence nationale. Et donc, le seul acte que nous avons, le seul marqueur que nous avons, comme il a su le dire, la seule trace que nous avons, nous, d'un acte organique régissant la République du Congo, c'est la Constitution de 92. Donc moi j'interviens tout simplement pour aborder dans le même sens que lui et appuyer pour dire qu'effectivement c'est pertinent. C'est pertinent. On n'a pas besoin de convoquer encore, comme à l'époque, des réunions de type constituante, convoquer des états généraux. Il serait idéal de mener la bataille, en tout cas la réflexion, de telle manière qu'elle aboutisse à la reconnaissance au niveau. En premier lieu, je réfléchis vraiment, je suis en interaction avec certaines personnalités. Amener la diaspora, d'abord, c'est important, à avoir un consensus sur le fait que c'est la Constitution de 92 qu'il faut remettre en place. Une fois qu'on a établi ce consensus, eh bien, voir avec l'opposition locale.
Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre ce que nous estimons être opportun pour la nation et ce qu'eux, ils pensent. Et je suis convaincu, parce que j'en ai des traces, des indices, que localement, ils en attendent beaucoup de nous. Parce que nous avons la liberté d'expression. Nous avons des contacts faciles, ce qu'eux, ils n'ont pas. Bon, pour résumer et terminer, comme vous l'avez indiqué, parce que nous avons ce problème de temps, il faut effectivement replacer cette justice institutionnelle, en tout cas tout ce qui relève du transitionnel, sous le régime de la Constitution de 92, sans chercher à convoquer des États généraux de la diaspora, les États généraux de l'opposition, les États machins, pour créer un autre acte, un énième acte, qui viendrait, je ne sais pas, pour faire quoi, alors que nous avons véritablement un marqueur pour la République qui est justement la Constitution de 92, d'autant que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. L'hymne national, c'est celui de 92. Donc c'est autant dire que nous avons véritablement une source très riche, très forte, qui devrait régir nos institutions au pays. Voilà ce que j'avais à dire à ce stade. Merci. S'il vous plaît. Moi, je vais quand même poser une question fondamentale. Est-ce que ce que nous faisons est vraiment en relation avec nos amis de l'opposition qui sont sur place? Ça, c'est la première question. Si oui, est-ce que nous voulons vraiment faire partir ça sous le pouvoir pour pouvoir restaurer la démocratie? Ça, c'est une question, à mon avis, essentielle. Puisque si nous voulons mettre une transition au Congo, il faut d'abord qu'on se dise comment faire partir le pouvoir qui est là et qui n'est pas prêt à partir. Comment allons-nous nous prendre pour pouvoir le faire partir? Ce que nous faisons, c'est bien. C'est même très bien. Mais avons-nous les moyens de faire partir Sassou dans un délai imparti, voire même très court? La référence, c'est la conférence nationale. C'est ça notre référence. On peut même dire que c'est notre Bible. Tout part de là. Et c'est Sassou qui a tout mis par terre. La Constitution de 1992, c'est celle-là pour laquelle tous les Congolais avaient voté. Nous, à Bordeaux, on avait voté jusqu'au consulat du Congo à Villeneuve-d'Ornon. C'est pour dire que tous les Congolais s'étaient impliqués à la voter partout. Et Sassou n'en voulait pas. Il a abrogé pour mettre un acte fondamental et qui lui a donné quoi? Une transition flexible de 5 ans, mais tranquillement, pour embrayer sur un mandat de 7 ans. Ça fait déjà 12 ans de son premier mandat. Transition, mais plus mandat. Et ainsi de suite. Ça veut dire que Sassou n'est pas prêt à partir. Nous, ce que nous faisons, c'est très bien, mais avons-nous la force et le moyen pour pouvoir, comme on dit, sortir les dossiers, les actes fondamentaux de la conférence nationale pour restaurer la démocratie au Congo? Et ça, qui peut parmi nous ici, je dirais que nous allons vraiment arriver. Question fondamentale. Et je m'arrête là. Merci. Oui, merci. Antoine Pachkioulou. Je prends la parole parce que je suis en contre-faux avec les deux interventions complémentaires par rapport à notre dernière table ronde. Donc, ce qui veut dire qu'on a ouvert des portes et il faut bien que l'on s'exprime quelque peu sur les orientations qui nous ont été proposées. Moi, je dirais d'abord qu'il n'y a pas lieu d'être légaliste. Il n'y a pas lieu d'être légaliste. Les avocats qui ont pris la parole ici, et notre cher maître a rebondi là-dessus, ont insisté sur le cadre légaliste qui viendrait du respect
des institutions ou des formes mises en place à la conférence nationale souveraine. Excusez-moi, supposez que je sois né hier et que j'ai embrayé ce combat pour la liberté dans mon pays, me chantonner, me ronronner tout le temps la conférence nationale souveraine serait comme un moustique qui vient me déranger. Le temps est passé. Lorsque la conférence nationale souveraine s'est réunie, est-ce que la conférence souveraine a proclamé, a recherché une certaine légitimité par rapport à l'accession du Congo à l'indépendance en 1960? Puisque c'était les textes qui ont régi le Congo à ce moment-là. Il n'y avait pas un vide. Il y a eu le multipartisme en 1960, mis en place bien avant, mais en tout cas, qui a prévalu jusqu'à l'indépendance. Il y a eu la révolution de 63. Mais en 91, on n'a pas dit il nous faut une certaine légalité, donc il nous faut repartir à partir de ceci. Non, on a fait un constat, c'était le constat du monopartisme de, je ne sais pas moi, de 1963 et plus particulièrement de 1969 jusqu'à 1991, l'État monopartiste. Il faut qu'on ait conscience que depuis la conférence nationale souveraine jusqu'à ce jour, le retour de Sassou au pouvoir, c'est une mise en échec de la conférence nationale souveraine et de ce qui a suivi. Parce qu'avant même que Sassou ne fasse son coup d'État, il y avait déjà des éléments pendant la magistrature de Lissouba. Il y avait déjà des éléments au niveau de tout ce qui avait été décidé lors de la conférence nationale souveraine. Donc il faut que les uns et les autres se rendent compte que nous avons ouvert un autre chapitre de l'histoire politique du Congo en menant ce combat que nous menons depuis 1997 contre la dictature. Ce n'est plus le même visage, ce n'est plus le même hydre. Hier, c'était le PCT monopartiste, mais aujourd'hui, ce n'est plus le PCT monopartiste. Nous avons affaire à une démocrature, à une dictature tyrannique qui a un autre visage que celui auquel se sont confrontés les conférenciers de 1991. C'est pas, excusez-moi, c'est peut-être de par ma formation historienne, mais je vous dis que l'époque d'aujourd'hui n'est plus l'époque de 1991. Donc, c'est obligé que nous tenions un conclave lorsque nous aurons la victoire contre ces forces obscurantistes qui nous tuent au pays. Quand nous aurons la victoire, c'est obligé que nous nous rassemblions, que nous pensions le Congo différemment que ce Congo-là qui a été dessiné, j'ai envie de dire, même à la conférence nationale souveraine. J'ai un ami qui dit souvent, on parle de restaurer la démocratie. Je suis d'accord avec lui. Quelle démocratie? Il n'y a pas eu la démocratie au sortir de la conférence nationale souveraine. Si vous êtes des esthètes politiques de la question politique, de la question démocratique, vous reconnaîtrez qu'au sortir de la conférence nationale souveraine, pendant la magistrature Lissouba, il n'y a pas eu de démocratie au Congo. C'était un processus démocratique. On appelle ça une transition démocratique. Il nous faut relancer le processus démocratique. Et donc, et j'en termine, et donc il s'agit de tout refonder pour que le Congo devienne enfin une démocratie. Et le Congo devenant une démocratie, ce n'est pas avec ces partis politiques nés de la conférence nationale souveraine ou que la conférence souveraine a mis sur des piédestals que nous allons refonder notre pays. Voilà ce que j'avais à dire par rapport... Merci. Juste pour
pour ramener 2-3 réponses précises à ce qui semble s'enliser dans le débat là. Les tables rondes, on a 4 groupes de tables rondes qu'on a commencé avec l'urgence de repenser l'État et les institutions. On s'est posé des questions, quel modèle politique et institutionnel pour refonder le Congo? Le grand problème, on s'est posé ces questions. On a travaillé dessus le 23 novembre, le 21 décembre. On est dans la nécessité d'une justice transitionnelle. Il y a une problématique qui est là, on essaie de résoudre cette problématique. On va arriver prochainement à la question de la gouvernance, la bonne gouvernance publique, pour essayer également de donner des réponses. À la fin, et c'est là où je retrouve tout ce que les préoccupations qui viennent d'être exprimées, on a un débat, la table ronde, sur la maîtrise du cahier de charge de la transition. Et on devrait être à cette occasion-là capable de raisonner en termes de mission. Pourquoi pas du cadre même institutionnel de cette transition. Sa durée, les institutions qui vont la composer. On va y arriver, il y a une table ronde pour cela. Donc je trouve que c'est très bien, il y a des anticipations, Maître vient d'anticiper sur ce sujet, mais il y a une table ronde qui traitera que des problèmes, comment faire pour avoir une transition saine et positive pour le Congo. Ça va aborder le cadre législatif, le cadre réglementaire, sur quelle base on va travailler. Dans tous les cas, le Congo n'inventera jamais rien. Pinochet, après 17 ans de règne, lorsqu'il a voulu basculer dans la démocratie, on a dit régime d'exception. C'est le cas du Congo. Un régime qui a duré 17 ans. Hein. Il a changé 3 fois la constitution Pinochet. Mais c'était un régime d'exception puisqu'il avait violé, la première constitution qu'il avait violée, c'est celle-là qui fait foi. En fait, bon, on va y revenir. Mais je voulais vous présenter donc dans les grands axes pourquoi est-ce que nos débats ne vont pas finir. Parce que dès la semaine prochaine, ce site va être fonctionnel à 100%. Alors, c'est un site, on précise bien, parce que les gens doivent comprendre pourquoi nous faisons ces tables rondes, pourquoi nous travaillons. Nous pensons que c'est pour anticiper, convaincre et agir ensemble. Mieux agir ensemble. Anticiper la réflexion sur les enjeux et défis à relever. Si nous travaillons, c'est parce qu'il faut anticiper ça. On ne peut pas attendre que ça sous-tombe pour y répondre. Mais nous devons convaincre aussi. En faisant ces travaux, nous espérons convaincre. Convaincre qui? D'un côté, le peuple. Parce qu'il faut renforcer le désir du changement dans le peuple. Ceux qui parlent du plan A, c'est-à-dire de faire tomber Sassou, doivent savoir que toutes les guerres, à notre entendement, la première victoire, elle est morale et psychologique. Lorsque vous avez des gens amorphes, lorsque vous avez des gens qui n'ont plus le désir d'eux, vous ne bougez rien. Mais lorsque vous avez des gens qui ont cultivé une nouvelle façon de voir leur pays, qui peuvent rêver d'un autre pays, il faut qu'on suscite ce rêve. C'est ça qui pousse les gens à se lever pour se libérer. La prise de conscience et le partage, c'est très important parce que ça participe au plan. À ceux qui pensent que Sassou doit tomber, eh bien pour qu'il tombe, il faut que les Congolais se lèvent. Et pour que les Congolais se lèvent, il faut qu'ils soient boostés. Il faut qu'ils soient nourris d'une volonté, d'une nouvelle volonté. Il n'y a pas que le... Tout à l'heure, on parlera des forces armées. Partout où ça se passe, il y a de la retenue. Si ceux qui arrivent à faire comme l'Égypte, le Soudan, le Burkina, c'est à un moment donné parce que les militaires adoptent une attitude de retenue. Et pour l'avoir, cette attitude de retenue, il faut taper sur le moral de ceux qui peuvent encore avoir un instinct républicain. Bon, convaincre donc, c'est parce que nous considérons que la peur des lendemains est en train aujourd'hui. Il y en a qui ont peur de l'armée, qui ont peur de tout. Ça baisse le combat. Tout cela parce qu'il nous faut agir ensemble. À travers des initiatives construites. La table ronde va aboutir à des outils. Et ces outils devraient être pris en main par ceux qui ont envie vraiment de se battre. Alors, le site va nous aider à le montrer parce que chacun de nous aura à contribuer. Les thématiques sont prévues et seront recueillies. Les contributions seront affichées. Ceux qui ont des contributions écrites, dans ce site, on va trouver toutes les contributions qui seront versées, les dossiers.
Il y a la documentation. Il faudrait nourrir cette documentation parce que ceux qui parlent du Congo doivent savoir de quoi on parle en termes historiques, l'histoire, l'économie, tous les documents qui existent, il faut les recentrer quelque part pour réfléchir. Bon, on a essayé de prendre toutes les vidéos que nous enregistrons ici. Vous retrouverez toutes ces vidéos sur le site. Vous avez un lien, suivre l'actualité sur Congo Liberty. Si je vais sur cette... parce que on ne pourra jamais tout dire ici, mais quand vous cliquez sur ce lien, vous voyez très bien que vous allez sur le site de Congo Liberty, et là, vous retombez sur la plupart des sujets qui ont été abordés, hein, aussi des réactions, les commentaires et tout. Donc, pour revenir au site, ce qui est attendu, hein, ce qui est attendu vraiment, c'est que les gens qui ont des idées doivent apporter des contributions. Parce que les groupes de travail, par thème, il y a les groupes de travail. Ceux qui sont intéressés sur ces questions dont nous parlons de la justice transitionnelle vont se rapprocher de ceux qui, les référents, hein, il y a Bruno Soki, il y a Wilfried Dandou et Mingwa, qui sont des référents pour essayer d'enregistrer les contributions. Les groupes de travail ont vocation à meubler tout ce que nous disons ici, et ce que venait de dire Serge tout à l'heure, à sortir un document sur la thématique qui prend en compte, qui va plus loin que... mais qui soit un document documenté. Il ne faut pas que ce soit des affirmations en l'air. Il faut que nous proposions des lectures documentées. Par exemple, ce qu'il défend comme thèse, ça doit être soutenu. Le groupe de travail fera un résumé. Tout ça sera affiché dans le site avant la grande conférence. On voudrait bien arriver à faire un grand forum sur la transition où les conclusions de nos travaux, selon les tables rondes, les conclusions seront présentées et tout le monde pourra participer lors de ce grand forum sur la transition. Nous souhaitons que tous les Congolais y soient. En ce moment-là, on pourra acter définitivement les éléments définitifs du livre blanc, qui n'est qu'un outil. Le livre blanc, c'est un outil qu'on mettra à la disposition de tous les ambassadeurs de la libération du Congo, qui vont se dire, ben tiens, pour libérer le Congo, les arguments sont réunis là, les uns et les autres pourront s'en approprier. Donc, c'était l'essentiel que je voulais vous dire, qu'il y a un site. Alors, contexte et justification, tout ça, vous verrez que pour l'instant, il n'y a pas d'éléments, parce que simplement, nous pensons que c'est tous ensemble que nous mettons ces éléments-là. Donc, je vous remercie. Ce site sera disponible à congotransition.emonsite.com, mais ça sera congotransition.com lorsqu'il sera dans sa version définitive. Je vous remercie et... Quand M. Miayuko Alexis a dit cela, eh bien, il a clos le second volet sur la justice traditionnelle.